On peut dire que tout le monde fait des erreurs, mais chaque erreur apporte une conséquence. Et c'est l'histoire de Lilou aujourd'hui. Bonjour Lilou, Bonjour, ça va? ça va et toi? Ça va, merci. Alors, déjà pour commencer, qui es-tu? Du coup, moi, je m'appelle Lilou, je suis étudiante en médecine et il y a 1 an, j'ai eu un accident ridicule qui a été maltraité, on va dire, par les médecins que j'ai vus. Et donc, je suis là aujourd'hui pour en parler. Pour en parler. On va faire un saut dans le temps. Il y a un an, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, qui étais-tu? Il y a 1 an, j'étais étudiante toujours et j'avais pour projet de faire du coup de la chirurgie, tout ça. Ça m'intéressait beaucoup. J'étais une personne très indépendante. Vraiment, je pense que c'est le mot qui me qualifierait le mieux. J'étais très indépendante, je faisais beaucoup de sport, je passais beaucoup de temps seule. Je ne me voyais pas dépendre de quelqu'un, quel qu'il soit. Je passais beaucoup de temps avec mes amis. Donc voilà. Et ça a changé, on va dire. Ça a changé. Un an après, du coup. Ouais. Très bien, on va y venir. Donc, tes rêves, tes ambitions, c'était quand même de rester dans la médecine, Ouais. d'évoluer dans la médecine. Est-ce que tu avais un poste vraiment spécifique que tu voulais atteindre ou pas? Ouais, la chirurgie cardio. Donc c'est un truc où il faut être très précis, il faut pas vraiment trembler, il faut pas avoir de problème en fait à côté, enfin pas de problème physique. Donc bon. C'est quoi c'est une chirurgie différente des autres? C'est quoi la chirurgie En fait, du coup, tu as la chirurgie. Il y a, on va dire, plus spécifiquement la chirurgie des os, donc la traumato, orthopédie, tout ça. Et chirurgie cardio, c'était pour le cœur. Donc moi, ce que je voulais opérer, c'était les cœurs, pouvoir aider des gens, sauver des vies. Donc c'était Ouais. ça qui m'intéressait. Qui t'intéressait? Donc, tu parles Au passé, au ouais. passé. Très bien. On va maintenant venir un an, donc le jour de l'accident. Où c'était déjà? J'étais chez mon père. En fait, ce jour-là, j'avais un examen à passer. Donc, et c'était un examen où on devait être assez bien habillé. Donc, j'étais partie la veille, j'avais donné à ma grand-mère un pantalon, parce que je suis assez petite, il faut qu'elle puisse le rendre à ma taille, que je sois présentable le lendemain. Et donc, ma grand-mère habite juste à côté de chez mon père, donc le lendemain matin, j'y suis allée en vélo, voilà, pour être écolo. Voilà. Et donc sur le retour, ma grand-mère m'a donné un sac, un tote bag, un sac en tissu dans lequel elle avait mis le pantalon. Et donc moi, je suis repartie sur la route avec le tote bag et le vélo. Et c'est là où j'ai eu mon accident. Ok, Donc, voilà. comment ça s'est passé? T'es tombée? En fait, je roulais à une vitesse qui me paraissait pas si élevée que ça. Et le sac s'est coincé dans la roue avant. Donc de là, le vélo s'arrête net. Moi, je commence à voler. Il y a la voiture derrière moi qui continue à rouler parce qu'en fait, elle n'a pas vu que j'avais un problème. Donc, elle m'a foncé dedans. Donc, j'ai volé et j'ai atterri en fait sur les 2 coudes. Ah. Il n'y avait pas grand monde. La voiture qui était passée, qui m'avait du coup foncé dedans, elle est partie tout simplement, elle s'est enfuie. Donc, aucune nouvelle de cette personne. Et donc, moi, je me suis retrouvée. J'étais inconsciente pendant 2-3 minutes au sol. Et j'ai été trouvée par des grands-parents qui habitaient juste à côté. Donc, voilà. Et une personne qui passait en voiture qui m'a aidée aussi. Quelles ont été tes premières réactions face à ça? Hurler. Et après hurler? J'étais au sol, inconsciente. Ce dont je me souviens, c'est de m'être réveillée, comme ça. Voilà. Et j'ai commencé à hurler parce que du coup, il y avait personne. Et c'est les 2 grands-parents qui m'ont entendue, qui sont venus m'aider. Une voiture qui s'est arrêtée, qui m'a demandé où était mon téléphone. J'étais en pleine détox, donc je n'avais pas mon téléphone sur moi, il était chez moi. Donc j'ai donné à la personne mes clés de maison. Elle est partie. Et les grands-parents, en fait, m'ont accompagnée dans leur maison. Ils ont appelé les pompiers. Et à partir de là, j'ai été prise en charge par les pompiers. Donc ça allait un peu mieux, on va dire. Donc, t'es prise en charge par les pompiers. Et qu'est-ce que les pompiers te disent à ce moment-là? Pas grand-chose. En fait, on savait qu'il y avait un gros problème parce que mon bras gauche était un peu décalé. Il n'était pas normal. Il y avait une forme un peu étrange. Donc, on savait qu'il y avait quelque chose qui allait pas à gauche. Déjà, je ne sentais plus mon bras. Donc, à partir de là, j'ai toujours été très cascadeuse. Quand j'étais petite, j'avais un casque sur la tête parce que je me cognais partout. Donc, voilà, j'ai toujours été très cascadeuse. Et là, j'ai su qu'il y avait un gros problème parce que c'était une douleur que j'avais jamais eue.
Pourtant, j'ai eu plein de fractures, plein d'entorses, toutes sortes de blessures. Et c'était une douleur que j'avais jamais eue. Donc, j'ai su qu'il y avait un problème. Et les pompiers savaient qu'il y avait un problème. On savait juste pas à quel point. Donc, eux, ils m'ont dit, on va t'amener dans un hôpital. On va faire en sorte que tu sois pris en charge. Et après, c'est le rôle de l'hôpital. Nous, on peut rien faire de plus. Et dès le départ, c'était quoi ton ressenti face à la prise en charge des pompiers quand tu es arrivée à l'hôpital? Les pompiers étaient très gentils. Voilà, ils ont vraiment tout fait pour que je ne stresse pas. Parce que j'étais déjà en panique. Voilà, moi, l'après-midi, j'avais un examen. Donc, j'avais envoyé un mail dans le camion en disant je suis pas là cet après-midi, j'essaie de venir demain, tout ça. Voilà, pour décaler. Et en arrivant à l'hôpital, je suis tombée sur des internes qui avaient l'air très occupés à autre chose. Donc, c'était pas la prise en charge de rêve. Après, c'était pas non plus médiocre. Mais donc, voilà. Donc, j'ai vu les internes qui m'ont fait, on va dire, les premières questions classiques qu'on doit poser. Ils m'ont donné un petit médicament et ils m'ont fait voir du coup le chef de service des urgences. Ok. Et c'est malheureusement lui qui a fauté, on va dire. Par rapport à ce qui s'est passé après. Ouais. Très bien. Donc, ta prise en charge, tu as eu une prise en charge, on a parlé d'une prise en charge tardive, du coup. Donc, ils n'ont pas forcément pris ton problème au sérieux. Et lorsque tu es tombée sur ce chef en question, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il est venu me voir. Concrètement, les internes, du coup, ils m'avaient donné un médicament qui était un analgésique, donc qui permettait, on va dire, de calmer la douleur. Et vu la douleur que je leur avais décrit, ils m'avaient donné quelque chose de puissant. Sauf que ça ne calmait rien du tout. Et surtout, je ne pouvais pas le prendre parce que j'avais aussi une fracture à l'autre bras. Ce qui fait que je ne pouvais pas bouger. En fait, mes bras, j'étais comme ça, quoi. J'étais bloquée. Et je ne pouvais rien faire, donc je ne pouvais pas prendre le médicament, donc ça n'allait pas mieux. Donc forcément, je hurlais de douleur, je pleurais. Et donc en fait, il est venu me voir parce que il y avait une infirmière qui était passée avant et qui était venue lui dire nous, on peut rien faire pour elle, on n'arrive pas à la calmer, elle a très très mal, allez la voir. Et lui, il est venu, il m'a demandé ce que je faisais, ce qui m'intéressait. Je lui ai dit que études en médecine, machin, que je voulais faire chirurgien. Il m'a dit je vais t'apprendre un truc super. Il m'a pincé la cheville et il m'a dit donc là, normalement, t'as moins mal au bras. Et je dis non, parce que voilà, j'avais pas moins mal. Et il m'a dit c'est comme ça, la douleur, c'est dans la tête. Si je te fais mal à un autre endroit, tu vas avoir mal autre part que là où t'as mal initialement. Donc il m'a dit ressaisis-toi, la douleur, c'est dans la tête. Donc voilà. Et après, il est sorti, il a regardé le médicament qu'on m'avait donné. Il a vu que du coup, j'avais pas pu le prendre. Donc, il n'avait pas été utilisé. Ouais. Et il m'a dit ça, c'est bien les femmes faibles. C'est les hormones. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit ça, c'est bien les femmes faibles. C'est les hormones. Parce qu'en fait, il a vu que j'avais pas pris le médicament. Il m'a dit t'as pas touché au médicament. Donc, ne dis pas que tu as mal. Parce que tu ne pouvais pas toucher. Je pouvais Mais pas. Tu lui as dit que tu pouvais pas toucher? Mais je lui ai demandé parce que au début, en fait, concrètement, au moment de l'accident, les seules douleurs que j'ai éprouvées, c'était sur mon bras gauche. C'était là où j'avais très mal, où je ne pouvais pas bouger. J'avais légèrement mal au dos, mais ça allait. Et en fait, en arrivant à l'hôpital, cette douleur-là, elle ne s'est pas vraiment atténuée, mais il y a eu une douleur au bras droit qui a commencé à émerger. Donc, je leur en ai parlé. Je leur ai demandé si c'était possible aussi de faire aussi une radio au bras droit, excusez-moi. Et on m'a dit, non, c'est impossible, on peut pas, ça doit être une douleur sous le coup de l'examen. Enfin, de l'examen, pas du tout. Excuse-moi. Ouais. Donc, ils m'ont dit que ça devait être une douleur sur le coup de l'accident et que je devais juste faire avec, que ça passerait. Très bien. Et ta réaction par rapport à ça, lorsqu'on t'a dit ça? J'étais shootée au médoc. Donc, j'étais... Je savais même pas ce que tu... En fait, je savais pas grand-chose, quoi. Je savais pas ce que tu faisais, quoi. Très bien. Par rapport aux médicaments que tu devais prendre lorsque tu as eu ce qui s'est passé, cette prise en charge médiocre, on t'a renvoyé chez toi ou pas? Juste après, on m'a renvoyé chez moi avec les petites bandes pour le bras et du Doliprane. Alors que tu avais vraiment... En fait, le truc, c'est qu'ils n'ont pas vu la vraie fracture que j'avais. Ouais. Ce que j'ai eu, ça s'appelle une terrible triade. C'est plusieurs fractures au même endroit, au bras gauche, je parle. J'ai eu plusieurs fractures donc, du coude droit et une luxation du coude et une luxation de la tête radiale. J'ai eu pas mal de choses au même endroit et eux, ils ont vu une simple fracture non déplacée avec un peu de liquide. Ok. Et ces fractures que tu dis là-dessus, c'est des... Parce que moi, franchement, j'y connais rien. Là, vraiment, j'y connais rien du tout. C'est des... Je sais pas comment formuler ma question pour que tu puisses la comprendre. Mais par rapport à tous les termes que tu as utilisés, on en a besoin pour la mobilité de notre
Ouais, de en notre fait, coude? les fractures que j'ai eues, le coude, il est composé de plusieurs os. Il y a les 2 os de l'avant-bras et concrètement, l'os là, le bras, c'est l'humérus, on appelle. Après, il y a des petits systèmes, mais ça allait. Ce que j'ai cassé, c'était ce qui permettait déjà de faire ça, voilà, et ce qui permettait de faire ça. Flexion, extension et pronation, supination. J'ai cassé ça. Donc à partir de là, mon coude gauche, je pouvais plus le bouger, je pouvais plus rien faire. Ce que les médecins ont vu, ce que le chef des urgences a vu, et ce qu'il n'a pas pris en compte. Pour lui, c'était une simple fracture. Techniquement, une simple fracture, en fait, j'aurais pu continuer à faire ça, mais ça aurait été très douloureux. Et là, c'était impossible. Sans hurler, c'était impossible. Donc ouais. C'est vrai que comment tu le racontes, on ressent que à ce moment-là, t'étais vraiment, mais aidez-moi quoi. Bah ouais. Aidez-moi vraiment, aidez-moi parce que vous prenez pas au sérieux. Je sais qu'il y a quelque chose, mais vous m'écoutez pas. Donc ils t'ont renvoyé chez toi. Ouais. À quel moment t'as dit non mais je dois y retourner, ou à quel moment, qu'est-ce qui a fait qu'il fallait que tu y retournes? Bah déjà, ils avaient du coup refusé de me faire une radio au coude droit. Sauf qu'en fait, ils étaient rigolos, mais moi, le soir même, je ne pouvais plus bouger mon bras du tout. Donc je me suis dit, bon, ça va être un peu compliqué de passer un mois comme ça. Parce que déjà qu'il manquait un bras, s'il manquait le deuxième, ça allait pas être facile. Donc le lendemain, on est allé chez mon médecin traitant qui m'a prescrit une radio du coude droit. J'y suis retournée, le même hôpital. En fait, c'était le plus proche de chez mon père. Donc j'ai pas vraiment eu le choix sur ça. Donc c'était le même hôpital, on y est allé. Ils m'ont fait une radio. Et la dame a dit tout simplement, y a rien à votre coude, il y a rien du tout, vous faites des histoires, retournez chez vous, machin. Ils m'ont fait une radio, j'ai vu la radio, j'ai vu qu'il y avait une fracture. J'ai dit, si, là. Elle m'a dit, non, c'est rien, c'est de l'os, c'est normal. Donc, ok. Donc elle revient, elle me dit, il va falloir vous débloquer le bras. Donc je lui donne mon bras, parce que moi, elle me dit, mais moi, je suis... concrètement, c'était ma première hospitalisation en tant que majeure. Donc il n'y avait pas mes parents, il n'y avait pas ma maman qui était habituellement là. Donc j'ai pas vraiment de... Enfin, je lui donne mon bras, je lui fais confiance, c'est un médecin. Je me dis, elle sait ce qu'elle fait, elle a fait des études pour ça. Et elle commence à me le plier. En fait, elle me prend le bras droit, elle le plie, elle le tourne. Et elle voit que je hurle, mais vraiment comme la veille. Donc de là, elle part, elle dit, je reviens dans 5 minutes. Elle revient, elle me dit, ah, en fait, il y avait une fracture déplacée du coude droit, désolée, rentrez chez vous. Ah, d'accord, si vous voulez. Donc, rebelote, je me retrouve avec une petite écharpe minable pour le coude droit. Je suis un peu... Okay. Ouais, j'ai un peu choquée, parce que quand même la médecine, tu sais, c'est quelque chose auquel on a vraiment confiance, parce que on se dit pas que il y a des erreurs, mais on se dit pas que ça peut nous arriver déjà. Donc tu devais prendre des médicaments, c'est ça? Ouais. En fait, ils m'ont donné des Doliprane, quoi. Ils m'ont fait sortir avec des Doliprane et de la glace. Ils m'ont dit ça va aller mieux, faut attendre un mois. Et on t'a rien donné d'autre? Non. Jusqu'à ce que tu comprennes qu'il y avait une erreur quelque part? C'est le lendemain. C'est le lendemain que tu as compris qu'il y avait une erreur quelque part? Le lendemain, en fait, du coup, c'était ma sœur qui me lavait, parce que moi, j'avais plus de bras. Donc, compliqué de vivre. Donc, elle me lavait les dents, tout ça. Et pendant ma douche, on s'est aperçu que mon bras gauche, il avait une forme très étrange. Il était incurvé. Ce qui n'est pas normal pour un bras. Voilà, déjà qu'il était devenu énorme. Lorsque tu dis incurvé, c'est ça, tu sais. Voilà. Oui, effectivement. Donc voilà, c'est pas normal pour un bras. Donc on a appelé ma maman qui était en voyage de noces à ce moment-là. Elle me dit, il s'est passé ça. Je l'avais déjà appelé le mercredi pour le jour de l'accident, pour lui dire que j'avais eu un accident. Donc voilà. Mais on pensait que la prise en charge était normale, donc on n'a pas posé plus de questions. Et en fait, là, elle nous a dit qu'il faut aller à SOS Main. Donc SOS Main, c'est un lieu qui est spécialisé dans les accidents, dans les traumatismes. Donc on s'est dit, c'est là-bas où j'aurai le meilleur suivi. Voilà, mon problème, c'est que c'était plus loin. Donc c'est pour ça que j'étais pas allée les jours d'avant. Et donc j'y vais et je tombe sur un médecin génial, finalement, comparé aux 2 autres, qui me dit, là, il y a un problème, il faut qu'on vous envoie au CHU de Lille en urgence pour vous faire opérer. Ok. C'était quoi ta réaction quand on t'a dit ça? Il m'a parlé, en fait, il m'a dit qu'il y avait de fortes chances que mon coude soit nécrosé. Et il m'a parlé de prothèse. Alors moi, je connais les prothèses, je connais ce que c'est que la nécrose, je sais ce que c'est que la nécrose. J'ai paniqué, donc j'ai commencé à appeler mes parents, à appeler toutes les personnes que je trouvais en disant il n'y a pas moyen de trouver autre chose, de faire autrement qu'une opération, j'ai pas envie d'avoir une prothèse. J'ai envoyé un message à mon groupe de famille en disant je suis chez le médecin, il m'a dit que j'allais avoir une prothèse, on en pense quoi? Donc toute ma famille m'a dit mais non, ça ira, il n'y aura rien du tout, tout va bien. Donc j'ai commencé un petit peu à paniquer. Et après, j'ai été emmenée au CHU de Lille, où j'ai eu du coup des médecins
Premier médecin que je vois, où on doit lui expliquer la situation. Il me dit, et votre prise en charge avant, pourquoi, comment ça se fait que vous soyez là et que vous ne soyez pas déjà opéré? Et je lui dis, parce qu'on m'a dit que ma douleur, c'était dans la tête et qu'il fallait que je fasse avec. Il m'a dit, ah non, là, la douleur, c'est pas dans la tête, elle doit bien être présente, votre douleur. Et en fait, ça faisait 2 jours que je n'avais pas dormi, parce que j'alternais entre mon frigo, ma chambre pour la glace, et je me shootais au Doliprane. Ouais. Donc, ça a dû être dur quand même. C'était sympa. Ouais. Et donc, on t'annonce l'opération, on t'annonce que tu vas mettre une prothèse, chose que tu connais, tu sais ce que c'est parce que tu es en études de médecine, mais ça t'est jamais arrivé. Ouais. Ok. Et quand tu as dit coup de nécrosé, tu savais directement ce que c'était? Ils m'ont parlé de ma tête radiale, du coup. Donc, c'est à l'avant-bras, on a 2 os. On a le radius qui est ici et on a l'ulna qui est ici. La tête radiale, c'est ce qui permet de faire plusieurs mouvements. Ça fait, on va dire, un lien avec l'autre os et ça permet de faire plein de choses. Et on m'a dit qu'en fait, elle n'était pas du tout à la place où elle devrait être. Elle était même plus présente dans mon avant-bras. Elle était tout derrière, dans mon coude. Ah ouais, donc c'est déplacé. Elle est partie à Tataouine. Ouais. Voilà. Et donc, donc on m'annonce qu'en fait, ça, déjà, il y a ça. Donc, chose que j'apprends, vu que moi, on m'avait dit que j'avais une simple fracture. Donc, je me dis, ah, bon, sympa. On me dit que j'ai une luxation du coude, que j'ai pas mal de choses et qu'en fait, il va falloir m'opérer. On ne parle pas tout de suite de prothèse. On me dit qu'il y a une chance que j'ai une prothèse, mais que si c'est pris à temps en charge à temps, c'est plus français, il y aurait moyen que j'ai juste 2-3 vis ou des choses comme ça, quoi. Et en fait, c'est un interne que je vois le lendemain qui vient me voir et qui me dit je vais vous exposer du coup les faits. Et qui me dit il y a plusieurs options. Soit on vous enlève totalement la partie qui est nécrosée et vous avez rien. Voilà. Et c'est quoi les conséquences de cette opération si t'as rien? C'est pas de mobilité quasiment. Bah oui. C'est en fait mon bras, déjà là j'ai pas beaucoup de mobilité, donc là j'en aurai encore moins. Sympa. Donc on me dit donc il y a rien, soit il y a ça, mais donc la rééducation très compliquée, vraiment. Ensuite, soit du coup on met 2 vis, mais comme là c'était pris en charge trop tard, très peu de chances que ce soit ça. Ou soit on vous met une prothèse, de tête radiale, du coup, donc ce que j'ai actuellement. Mais par contre, la rééducation, compliquée. Mais comme je suis jeune, ça peut le faire. Mais il m'annonce quand même que le problème, c'est que les prothèses de tête radiale, c'est pas un truc qu'on met sur des gens de mon âge. Donc, que c'est un petit peu découverte de ce qui va se passer après. C'est quoi la cible de base? C'est qui? C'est des personnes plus âgées ou des personnes qui ont eu des accidents de moto, mais donc dans la trentaine, quoi. Donc, en fait, de mon âge, c'était un petit peu nouveau. C'était nouveau pour eux. Très bien. C'était quoi ta réaction? Du coup, on sait ce que tu as choisi, mais... J'ai pas choisi. Ah, tu ne l'as pas choisi? Ah non. On te l'a imposé, du coup. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après ça, donc on m'annonce ça. Donc moi, je sais que prothèse est égal manque de mobilité. Donc c'est-à-dire que tout ce qui était chirurgie et tout ça, coup ça risquait de plus être possible. Donc je lui demande directement pour la rééducation. J'ai eu un interne en face de moi, je lui ai demandé, je lui ai dit, concrètement, l'opération, je vous fais confiance, faites ce que vous voulez. Mais pour la rééducation, ça se passe comment? Et en fait, il m'a dit que dans tous les cas, j'aurais peu de mobilité. C'est le seul truc qu'il m'a dit. J'ai dit oui, mais ça répond pas à ma question. C'est-à-dire que je vais devoir faire quoi? Et il a commencé un petit peu à s'énerver. Je pense que c'était pas son bonjour. Il a commencé à s'énerver. Il m'a dit que concrètement, c'était pas de sa faute si j'étais tombée. Et qu'au bout d'un moment, il fallait que j'arrête de poser des questions. Ouais. Donc moi, je me suis dit, bon, sympa. Donc j'ai fait des recherches sur Internet sur tout ce qui allait suivre après. Et j'ai posé des questions directement au chirurgien dans le bloc, 5 minutes avant de me faire anesthésier. Et donc j'ai vu, en fait, on m'a annoncé dans le bloc que j'allais avoir une prothèse. Ok, donc le moment où on a été te la poser, quoi. Voilà. Super. Très bien. Et après cette opération, du coup, tu te fais opérer, on te met la prothèse, tu sors du bloc opératoire, du coup. Ouais. Et c'était quoi tes premiers symptômes? Qu'est-ce que tu ressentais à ce moment-là? Direct après le bloc? Direct après le bloc, je pense que c'était quand même, t'es un peu quand même dans les vapes, non? Je pense, ouais. Beaucoup. Hein. Mais plutôt après. Après, lorsque tu prends conscience que tu as une prothèse, en fait, finalement. On va dire que les premiers symptômes, je suis sortie du bloc vers 23h, minuit. Et j'étais encore sous anesthésie. Les premiers symptômes sont apparus à 4h du matin. Et en fait, j'ai commencé... Mon corps, on l'a su après, mais mon corps ne voulait pas la prothèse. Il ne l'acceptait pas du tout. Donc en fait, il essayait de la rejeter. Comment? C'est-à-dire que j'avais l'impression qu'on me tranchait le bras en boucle. C'était une douleur horrible, donc j'ai commencé à hurler dans ma chambre d'hôpital.
ce qui a fortement énervé les infirmières qui étaient là et qui ont dit il y a des gens qui dorment à côté, en fait, on se calme. Donc elles m'ont donné tout ce qu'elles ont trouvé comme médicaments. Elles m'ont donné plusieurs médicaments en même temps. Elles n'ont pas forcément le droit, mais elles l'ont fait parce qu'elles essayaient juste de faire en sorte que je dorme. Et ça fonctionnait pas, il n'y avait rien qui faisait. On m'a donné des espèces de somnifères. Je ne dormais pas parce que j'avais très mal. Et le lendemain, ils m'ont envoyé chez moi en disant vous avez des Doliprane, rentrez chez vous, mais nous, on peut plus vous garder parce que si vous criez encore, vous allez juste réveiller tout le monde toutes les nuits. Donc voilà. Ah ouais. Mais je pense que ton expérience à l'hôpital, c'est compliqué. Mais c'était sympa. Je pense que dans tout ton récit, il n'y a que le moment des pompiers où je me dis, bon, ça va. Et encore. Et encore, du coup, parce que voilà. Mais là, depuis que tu me parles de ton entrée, ton arrivée à l'hôpital, ta prise en charge, comment ils t'ont traité, ça va pas en fait là. Ça va. Ils ont attendu. Je suis arrivée au CHU de Lille le vendredi. J'ai été opérée le lundi soir parce que ma mère était venue râler. Sinon, j'attendais encore et encore parce que c'était plus une urgence en fait. Et ça, pour le coup, je suis d'accord avec eux, c'est plus une urgence, donc il n'y a aucune nécessité de m'opérer. Mais donc en fait, ils ont pris ça comme on peut faire passer tout le monde avant elle, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc on prend pas en compte la douleur que tu ressens. Voilà. Tu parles de ta mère, tu parles souvent de ta mère. Donc elle est en voyage de noces quand t'as eu ton accident. Elle revient, elle voit que sa fille est complètement pas bien. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'elle a fait du coup pour toi à ce moment-là ? Déjà, elle a fait en sorte que je me fasse opérer. Donc pour ça, voilà. Et après l'opération, disons que du coup, moi, je pouvais plus rien faire. J'avais les 2 bras dans les écharpes. J'étais shootée au médoc que mon médecin traitant m'avait prescrit pour éviter la douleur. Je pouvais rien faire. Donc elle s'est occupée de tous les rendez-vous, de tout ce que j'avais, des cours à faire. Elle a tout décalé. Elle a fait en sorte que j'ai des bons suivis médicaux avec des bons kinés, des gens concentrés sur leurs études finalement, qui ont vraiment réussi, je pense. Donc voilà, elle a fait beaucoup. Elle dormait avec moi toutes les nuits pour me donner mes médicaments, pour pas que je sois seule aussi. Donc c'était vraiment... elle était vraiment présente pour toi. Et lorsque vous avez eu toutes les deux conscience que c'était une erreur médicale, comment tu... Parce que la prise en charge tardive, tout ce que tu racontes, et après ton opération, tu vois qu'il y avait une erreur quelque part. À quel moment tu t'es dit, là, il y a un problème, ça va pas. C'est pas normal ce qui m'est arrivé. J'ai su qu'il y avait un problème au moment où je suis arrivée en fait, à l'hôpital de Lille, au CHU, et où on m'a dit mais pourquoi est-ce que vous n'êtes pas opéré déjà ? Pourquoi est-ce qu'on vous a pas déjà opéré ? Et on m'a dit en fait, pour ce que vous avez, c'est possible, on va dire, de faire comme s'il ne s'était rien passé sous 48 heures. Là, ça fait un peu plus, ça va être compliqué. Et on m'a dit en fait, là, pour le coup, il y a eu un problème dans votre prise en charge. Il va forcément y avoir des séquelles en fait, sur le long terme. Donc j'ai su qu'il y avait un problème à partir de là. J'en ai parlé à ma mère. Ma mère, elle a dit tu te fais opérer et on porte plainte contre le premier hôpital où tu es allé parce que c'est pas normal. Et puis surtout, les médecins que j'avais vus, ils avaient pris absolument pas en compte mon ressenti. Ils avaient regardé mes radios comme des premières années. Enfin, on avait l'impression qu'ils avaient aucune expérience. Alors que honnêtement, ils avaient l'air assez âgés. Donc bon. Donc voilà. Donc c'est à partir de là. Et en fait, ma mère, donc on a pris la décision de porter plainte contre l'hôpital. C'est elle qui s'occupait de toutes les démarches, parce que moi, je ne savais absolument pas faire ça. Donc, on s'est renseigné, on a fait en sorte qu'il y ait une procédure. Comment ça s'est passé quand vous êtes arrivé au commissariat ? Ils ont pris directement votre plainte Comment c'est c'est un peu plus spécifique que ça, parce que du coup, c'est une plainte. On s'est renseigné, c'était soit porter plainte contre l'ordre des médecins, soit porter plainte contre l'hôpital. On a choisi de porter plainte contre l'hôpital. Donc, on n'est pas allé au commissariat. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a dû faire un papier qui expliquait donc toute la situation. C'est ma mère qui l'a fait, je ne sais pas qui elle l'a envoyé. Mais donc, on a fait un papier, c'était pas au commissariat directement, c'était un papier à faire. Et donc, après ça, moi, j'ai dû voir un médecin qui faisait partie de la commission des usagers. Qu'est-ce que c'est ? Globalement, c'est, en cas d'erreur médicale, si jamais il y a eu un problème, c'est un médecin qui est qualifié et qui va venir dire si oui ou non il y a vraiment eu un problème, ou si on peut minimiser ça, quoi. Et que ça peut faire des économies et tout ça. Donc là, pour le coup, j'ai vu un médecin et qui, lui, m'a dit, en gros, il y a eu 3 erreurs médicales consécutives qui ont fait qu'aujourd'hui, vous avez une prothèse. Si on compte en plus votre bras droit, il y en a eu 4. Concrètement, oui, vous êtes totalement en droit de demander une indemnité, vous êtes totalement en droit de porter plainte. On vous soutient dans la démarche. Comment t'es rentrée dans cette procédure et où en est-elle là actuellement ? Du coup, le début, c'était la commission des usagers avec le médecin. Et elle n'a pas avancé, la procédure. Parce qu'en fait, donc on a porté plainte contre l'hôpital.
et contre le radiologue qui a vu mes radios, parce que techniquement, c'est son travail. Et en fait, il a un peu, on va dire, refusé tout intérêt à cette procédure. Il n'est pas allé chercher ses recommandés. Il n'a rien fait du tout. On a essayé de lui déposer. Il n'a pas été rien du tout. En fait, donc elle n'a pas avancé. Là, j'attends de voir un médecin qui va estimer à quel point j'ai perdu de la mobilité et à quel point j'ai retrouvé ma mobilité. Donc, t'as commencé la procédure et là, depuis, ça n'a pas avancé? Non, 1 an après. Donc là, t'attends toujours des réponses et t'attends toujours ton rendez-vous chez le médecin pour voir comment... Ouais. Très bien. Et après ce rendez-vous, qu'est-ce qui va se passer? Bah, c'est la question. Soit on va me proposer on va dire une indemnité, du coup, de l'argent à l'amiable, ou soit je peux aller en justice et porter plainte. Et ça peut il peut y avoir de lourdes conséquences contre les médecins. J'ai pas les noms précis. On m'a juste dit que ça pourrait être très lourd et que vu ce qu'ils avaient fait, il y avait grosse erreur, quoi. C'était des grosses erreurs médicales. Ok, donc là, on est sur une procédure sur pause qui, on espère, va avancer. Est-ce que tu penses qu'il y a un manque de sérieux, vraiment, par rapport à ça? Le fait que ta procédure n'avance pas? Manque de sérieux, je pense pas. Je pense que, concrètement, des erreurs médicales, on n'en parle pas beaucoup, mais il y en a beaucoup. Il y en a énormément. On fait tous des erreurs, même les médecins, ils font des erreurs, c'est normal. Le principal, c'est de reconnaître ses torts, de reconnaître qu'on a fait une erreur. Et je pense que ma situation, elle est comme elle est. J'ai perdu de la mobilité, je pourrais pas faire les métiers que je veux, il n'y a aucun problème. Mais par contre, il y a pire que moi. Il y a des gens à qui il est arrivé pire, donc c'est normal qu'eux, ils passent en priorité par rapport à moi. Maintenant, 1 an, je trouve ça long. Donc, voilà. T'as dit, je pourrais pas faire le métier que je veux. Donc, il y a eu un impact physique, je pense aussi psychologique. Est-ce que tu peux nous en parler? Physique ou psychologique? Les deux. Physique, déjà, maintenant, je peux plus faire grand-chose de ce que je faisais avant. C'est-à-dire? En termes de sport, j'étais du coup très sportive, je faisais beaucoup de musculation. Donc, je soulevais des charges assez conséquentes. Déjà, après mon opération, je pouvais pas bouger mes doigts. Pendant 3 mois, j'arrivais pas. J'ai eu des balles pour pouvoir faire de la rééducation. J'ai fait du kiné 5 fois par semaine, parfois plusieurs fois par jour, pour espérer récupérer un peu de mobilité. C'était les mots de mon kiné au début. C'était en fait, on espère que tu vas récupérer. On n'en sait rien. Parce qu'en fait, j'ai commencé le kiné 1 mois trop tard. Même le kiné, c'était le kiné, c'était trop tard. Tout était trop tard, en fait. Oh là là. Mais donc voilà. Donc physiquement, j'ai retrouvé de la mobilité. J'ai retrouvé, en termes d'extension, donc pouvoir tendre le bras, j'ai retrouvé quasiment la totalité. C'est en flexion que ça bloque parce que ça a été pris trop tard, que pendant très longtemps, j'étais restée le bras. En fait, après l'opération, on m'a dit, vous pouvez enlever la bande qui vous sert pour tenir votre bras si ça vous fait pas mal. Sauf que j'ai passé peut-être 1 mois et demi sous antidouleur. Et après, à partir du moment où j'étais sans antidouleur, j'avais quand même mal. Donc, je faisais pas vraiment de mouvement, en fait. J'essayais vraiment de me limiter. Donc, moi-même, je suis fautive sur ça, où du coup, j'ai perdu certainement quelques degrés de liberté que je pourrais avoir avec mon bras. Mais donc, voilà. Et donc, physiquement, il y a plein de sports que je peux plus faire. Escalade, c'est pas possible, parce que si je me fais mal ou si je tombe, c'est terminé. Équitation, c'est limité, parce que si je tombe, c'est terminé. Être dans des foules pour, imaginons des festivals, si jamais on me pousse et que je tombe, ça peut être grave. Musculation, il ne faut pas que je porte trop lourd, sinon la prothèse peut sortir de mon bras. Ah oui. Ouais, c'est sympa. Ouais. Ah ouais, ok. Et psychologiquement, du coup, c'était surtout ça. C'était surtout le fait que je passais d'une vie très indépendante, d'une vie où je pouvais faire tout ce que je voulais. Quand je voulais, il n'y avait pas de limite. Je pouvais faire tous les sports que je voulais. Je pouvais aller où je voulais. Déjà, j'ai passé du coup 3 mois sans pouvoir ne serait-ce que toucher un instrument de musique, sachant que je faisais beaucoup de musique. Tu faisais quoi? Je faisais du piano et de la guitare. Oh. Ouais. Et du jour au lendemain, je pouvais plus bouger mes doigts, donc c'était sympa. Voilà, je pouvais même pas porter une fourchette. C'était trop lourd. Ça faisait super mal. Donc, psychologiquement, c'était compliqué de passer d'une indépendance totale à... J'étais très dépendante de ma famille, de mes parents. Je pouvais pas faire grand-chose. J'étais souvent sous médicaments, souvent endormie aussi. Je pouvais rien faire. Ouais, donc tu avais un réel impact. Mais surtout que tu es jeune, quoi. Ouais. En fait, c'est ça. Tu es jeune, tu as une vie à construire, tu as plein de projets, tu es ambitieuse. Et puis, tu as ce mindset très, comme tu l'as dit, indépendante et tout. Et là, il t'arrive ça.
Et on t'annonce que ouais, non, c'est chaud, ma belle. Ouais. Y a des trucs que tu pourras plus faire. En sachant que ces choses-là, c'est des choses qui t'intéressent énormément. Ouais. Donc, je comprends, ça doit être très dur d'apprendre ça. Et là, aujourd'hui, c'est du coup, par rapport à aujourd'hui, psychologiquement, comment tu te sens? Aujourd'hui, ça va. J'ai eu des amis très présents qui ont essayé de dédramatiser la chose, on va dire. On allait en festival, ils m'ont mis des paillettes sur ma cicatrice pour essayer de la comprendre dans l'événement. C'était sympa, ils m'ont fait sortir beaucoup après mon opération, parce que je voulais pas sortir. En fait, après mon opération, c'était compliqué parce que j'avais l'impression qu'on m'avait enlevé mon bras. Je sais que j'ai eu une discussion avec ma maman où je lui ai dit, mais en fait là, j'ai perdu un bras, je peux rien faire. Parce qu'en fait, après l'opération, pendant très longtemps, je pouvais pas bouger. Donc j'avais la sensation d'avoir perdu un bras, de plus pouvoir l'utiliser. Et puis on m'avait dit, en fait, on va espérer récupérer de la mobilité. Donc moi, je me suis dit, c'est terminé, tout ce qui est chirurgie, médecine, même kiné, c'était pas possible. Je pouvais pas me rabattre sur kiné. Je pouvais rien faire, donc j'avais la sensation d'avoir perdu mon bras. Donc mes amis m'ont beaucoup aidée sur ça. Ils m'ont fait sortir. Ils m'ont fait prendre conscience que, ok, j'ai une prothèse, je suis handicapée à vie, c'est comme ça, c'est tout. Il y a forcément un jour où je vais devoir enlever la prothèse ou quelque chose qui va se passer, ou voilà. Mais en fait, je suis encore jeune, j'ai encore une vie, je peux encore faire des tas de choses. Bien sûr. Donc ça, c'était cool, c'était bien. Et ton rêve de la médecine, tu l'as toujours? Oui. Bah oui. Et du coup, comment tu veux le concrétiser, ce rêve? Qu'est-ce que tu veux faire? Bah, c'est la question. C'est parce que du coup, on t'a mis quand même des bâtons dans les roues, un petit peu. Voilà. Parce que c'est compliqué. Tu peux plus, du coup, être t'es émue? Non, je me gratte. Ça va, ok. Tu me dis si tu as besoin de faire une pause ou quoi que ça. Tu me dis, ok. Très bien. Donc, tu nous as parlé de la chirurgie. Au départ, c'était la chirurgie cardio que tu ne pouvais plus faire parce que c'est quelque chose de très précis. Donc, c'est compliqué. Et là, maintenant, tu t'es orientée vers quoi, du coup? Bah, pour l'instant, j'ai pas abandonné ce rêve. C'est compliqué parce que j'ai des spasmes souvent à mon bras. Donc en fait, il bouge beaucoup, donc c'est pas pratique pour faire de la chirurgie. Mais disons que j'espère trouver une solution déjà à ça. Je me dis qu'avec le kiné, ça peut le faire. Parce que je continue le kiné, même encore un an après. On m'a dit que j'en aurais toute ma vie, de toute façon. Donc bon, voilà. Et sinon, j'ai pas vraiment trouvé d'autres spécialités. J'ai cherché, qui m'intéressaient plus que ça. Donc voilà. Je te conseille vraiment de continuer. Merci. Je te conseille vraiment d'être cette chirurgienne cardio. Fais-le, genre. Vraiment. Je ne doute pas sur le fait que tu vas réussir à être chirurgienne cardio. Voilà. Et ton regard par rapport à la médecine, est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce que tu vois la médecine autrement? Bah, je la voyais déjà autrement. En fait, il y a la première année qui est passée dans le lot de mon espoir de devenir chirurgienne. Je pense qu'en France, on informe beaucoup sur ce que c'est que la première année de médecine, mais je pense qu'on c'est pas assez, en fait. On n'explique pas assez. Je pense que la médecine, c'est peut-être l'endroit où j'ai rencontré les personnes les moins humaines que j'ai pu rencontrer de toute ma vie. Pourquoi? Alors que ce sont des gens qui étudient pour ça. En fait, il y a déjà le concours de médecine en première année qui déshumanise totalement les étudiants. En fait, on devient littéralement c'est une compétition entre nous, en fait. Là, cette année, il y a eu des rapports sur l'université de Lille, des élèves qui ont mis des laxatifs dans des gourdes d'autres élèves le jour du concours, pour qu'ils ne puissent pas passer le concours, des élèves qui ont enfermé d'autres élèves dans des toilettes, qui ont envoyé des fausses convocations, qui ont envoyé des faux drives, des tas de choses qui ont essayé de droguer le top 10 du premier semestre. C'est une année qui est très compliquée pour les étudiants. Et après, ça continue. On pense qu'après la première année, c'est facile. Pas du tout. La P1, c'est dur, la P2, c'est sûr. C'est pas vrai. Il faut arrêter de se fier aux réseaux sociaux. Aux réseaux sociaux, il y a pas mal de choses qui sont fausses. Et ça en fait partie. Et en fait, les études de médecine rendent les futurs médecins absolument robotisés, limite. C'est des choses que tu as vues? Ah ouais, oui. Rien qu'en stage. En stage, les chirurgiens, c'est leur travail. Ils font ce qu'ils veulent. Ils ont des qualités à eux. Voilà, ça c'est un truc qu'on dit souvent en médecine, c'est c'est un idiot, mais il est chirurgien. Ça veut dire il a d'autres qualités. Ouais. Il sait faire d'autres choses. Donc voilà, les chirurgiens qui se moquent ouvertement des patients qui sont allongés sur la table, alors que du coup le patient est inconscient. Mais ça c'est un cas intéressant.
alors que c'est le cancer d'un enfant ou des choses comme ça. Je comprends que ce soit pour son expérience personnelle, que ce soit intéressant. Je comprends, je conçois. Il y a des choses que moi aussi j'ai trouvées passionnantes, mais concrètement, on dit pas ça devant des patients. Et il y en a beaucoup qui se sont amusés à le dire devant des patients. Il y a pas mal de choses, des médecins qui oublient pourquoi ils font ce métier-là, pourquoi ils sont partis dans cette branche-là. Ok. Là, tu t'apportes un regard différent, pour nous en tout cas, bah, déjà pour moi, parce que je t'avoue que tout ce qui est médecine, je ne m'y connais pas. C'est quelque chose que je découvre avec toi. Lorsque j'ai vu ton sujet, j'ai trouvé ça très intéressant de parler de ça, parce que c'est quelque chose que je ne vois pas du coup. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on voit sur les réseaux ou ouvertement comme ça. On peut en entendre parler des fois, mais moi personnellement, pardon, 1, 2, 3, je n'entends pas parler de ça. Et déjà, je te remercie d'être là pour en parler. C'est gentil, merci. Et tu m'apportes vraiment ce regard de, en fait, on ne sait pas tout. On ne crache pas sur la médecine, on en a besoin. Ils sont là pour nous, ils sont là pour nous aider, ils sont là pour nous soigner, ils ont fait des études pour ça et on leur remercie vraiment pour ça. Mais ce regard-là, c'est important. C'est important de le mettre en avant, c'est important de le mettre en lumière parce qu'il y a plein de victimes, comme tu l'as dit tout à l'heure, et qui ne peuvent déjà pas en parler ou qui ne veulent peut-être pas en parler. Et en fait, elles sont victimes de conséquences de ces erreurs-là, en fait, finalement. Donc, je te remercie d'avoir cette honnêteté, de dire oui, je fais des études dans ce domaine-là, mais ne croyez pas que c'est tout beau, tout rose et qu'il y a vraiment des séquelles lorsqu'on rentre dans la médecine. Donc, vraiment, merci pour ce courage déjà de parler de ça. Ok, donc tu as fait des stages. Oui. C'est là où tu as pu voir certaines choses que tu nous racontes en ce moment. C'était quoi ton stage, ton meilleur stage, on va dire? Le stage où c'est le mieux passé pour toi? Oh là. Bah, c'est compliqué. Disons qu'il y a j'ai vraiment l'impression de critiquer la médecine tout le temps. Je vous jure, c'est des études que j'adore. Hein. Vraiment, j'aime apprendre. Mais c'est compliqué. Les internes, ils sont assez durs avec les étudiants. Et c'est compliqué. Même entre nous, on est dur en fait. Entre étudiants, on est aussi dur. Mais donc voilà. Mais franchement, il y a pas de meilleur stage. Je pense que le meilleur stage que j'ai fait, c'est peut-être le stage où j'ai fait le moins de choses. Donc, c'est te dire. Ah ouais, c'est contradictoire quand même. Mais dans le sens où c'est un stage, peut-être c'était un stage d'observation au bloc où j'ai pas fait grand-chose. Je suis restée debout comme ça, observer ce qu'ils faisaient. C'était hyper intéressant et c'était vraiment passionnant. C'était en pédiatrie, donc j'ai pu communiquer avec des petits-enfants tout gentils, tout mignons. Ouais. Mais donc voilà, c'était pas le stage où j'ai fait le plus de choses, on va dire. Mais n'empêche, c'est intéressant que tu dis ça. C'est intéressant parce qu'on voit qu'au final, ouais, t'as fait des stages, ça t'a apporté des connaissances, des compétences, mais humainement parlant, c'était compliqué. Ouais. Voilà. Donc, on peut se dire que ça apporte quand même une réponse à ma question. Ça apporte des choses. Oui. Pas mal de choses. Mais tu m'as apporté pas mal de choses, pas mal de connaissances que je ne savais pas. Je te remercie. Si je peux vous apprendre des choses. Oui. Et là, on va plutôt se focaliser sur maintenant, sur ta vie maintenant. Qu'est-ce qui te donne encore la force aujourd'hui, malgré tout ce qui s'est passé? Dans mes études, c'est que ça m'intéresse. En fait, je ne me vois pas faire autre chose que ça. J'ai toujours envie d'aider les gens, j'ai toujours envie... Le but pour moi avant, c'était de sauver des vies. J'ai toujours envie de sauver des vies, quel que soit le domaine. Je sais que ce sera dans la médecine, quoi qu'il arrive. Après, on verra bien. Et personnellement, j'ai mon entourage qui est très présent, qui me permet de faire plein de choses, d'être ici déjà aujourd'hui, de faire des tas de choses. Donc c'est sympa. Et puis on va dire que j'ai réussi à trouver un équilibre entre les séances de kiné, entre tous les examens médicaux que j'ai à faire. J'ai réussi à trouver un équilibre, à trouver un rythme de vie, à pouvoir voyager comme je veux quand même, pouvoir faire ce que je veux. Donc c'est sympa, c'est une belle vie, j'aime bien. T'aimes bien? Ouais. Oui, t'as raison. Et t'as parlé tout à l'heure, je suis handicapée. Tu estimes être handicapée? Ah, je suis handicapée. Tu dis que c'est reconnu. Tu dis que t'es handicapée. Ouais. Je sais qu'il y a une carte. J'ai tout. T'as tout? Ouais. C'est quelque chose que t'as accepté ou c'est parce qu'on te l'a dit, non mais t'es handicapée en fait? C'était compliqué parce que je suis jeune. Oui. Et que c'est pas... En fait, quand on parle d'handicap, on parle pas souvent de ça. On parle souvent de gens qui sont en fauteuil roulant ou des choses moins précises qu'une prothèse, un coude. Voilà.
Mais donc, c'était compliqué dans le sens où je me voyais pas... Enfin, je sais pas, j'avais jamais imaginé être handicapée jeune comme ça, au début de ma carrière médicale. Voilà, enfin, pour moi, j'avais toutes les possibilités et puis là, ça me tombe dessus. Donc, ça a réduit pas mal de choses. À accepter, c'était compliqué dans le sens où va dire à quelqu'un dans la rue que t'es handicapé, il va te regarder étrangement, il va te regarder bizarrement. À la fac, j'ai besoin on va dire, d'adaptation pour avoir tous les rendez-vous médicaux dont j'ai besoin. C'est pas facile. C'était pas facile. Maintenant, ça va mieux, mais c'était pas facile. Je te pose cette question parce que j'ai fait exprès d'ailleurs, parce que avant, tu disais, enfin là, tes dires juste avant cette question, j'ai une belle vie, j'aime bien. Oui. Tu vois. Donc en fait, moi je pars du principe que c'est un handicap, d'accord, mais pour moi c'est que sur le papier, parce que tu as une belle vie et je dis pas que je minimise pas, hein, attention. Hein. Oui. Je dis juste que en fait, tu vis tellement bien qu'au final, j'arrive pas à te dire que tu es handicapée, je le vois pas moi. Moi quand je t'ai vue tout à l'heure, je me suis pas dit cette fille elle a une prothèse, un coude ou je sais pas. Non, je me suis pas dit ça, tu vois, parce que franchement, t'es rayonnante, ça se voit que tu vis, ça se voit que tu vis bien. Et je vois pas ce côté handicapant, en fait. Je le vois pas, tu vois. Et c'est un handicap invisible. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui minimisent les handicaps invisibles. Mais, malgré cet handicap qu'on t'a donné, parce que moi, je suis désolée, tu l'avais pas, tu vis quand même. Et j'arrive pas à me dire que t'as cette petite carte. J'arrive pas à me dire que oui... t'es handicapé ou quoi en fait. J'arrive pas. Franchement, même si c'est sur le papier, mais moi je le vois pas en tout cas. Donc voilà, ça c'était mon petit message. C'est gentil, merci. C'est un petit compliment. Voilà, c'était mon petit message personnel de cette interview. Mais c'est vrai. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment te poser la question de toi, comment tu ressentais le terme handicap chez toi, dans ta vie à toi. Parce que par rapport à ce que tu disais avant, moi ça concordait pas. Parce que quand tu es vraiment focus dans ton handicap, tu ne vis pas, tu ne vis pas bien, genre. Et voilà. Après, j'ai pas vraiment eu d'autre choix que d'accepter de vivre avec. Exactement. C'est vrai. Je pouvais pas juste faire comme s'il y avait rien. Dans tous les cas, j'ai un truc, c'est comme ça, c'est tout. Et moi, personnellement, de mon côté, j'y peux pas grand-chose. Ok, je suis tombée en vélo, ridicule. Chute d'enfant de 10 ans. Mais la suite, c'était pas de ma faute. Donc, au bout d'un moment... J'étais très énervée. Juste après mon opération, j'étais très énervée envers du coup les premiers médecins du premier hôpital. Parce que je me suis dit, en fait, on m'avait dit que si j'avais été prise à temps, j'aurais rien. Mais alors, mais rien du tout. Je serais comme avant. T'étais frustrée quand même. Bah ouais. C'est sûr. Mais ça frustre en fait. On dit des choses comme ça, Ouais. Et donc, ça, avec le temps, c'est venu. Et je me suis dit, bah en fait, de toute façon, moi, j'y peux rien. Je peux rien faire pour ça. Je peux pas changer les choses. Je peux pas m'enlever la prothèse moi-même. Pas les compétences. Donc, voilà, il faut juste accepter, vivre avec, et puis ça ira mieux avec le temps. Je trouverai un moyen de faire en sorte que ça aille mieux. Mais bien sûr. Et ça ira mieux. Mais oui. Oui, ça ira mieux. Donc, comme on l'a dit, il y a beaucoup de personnes qui sont victimes de ça et qui n'en parlent pas. Moi, maintenant, j'aimerais te demander quel message tu pourrais leur donner à ces personnes-là. Des personnes qui peut-être souffrent ou peut-être ont aussi des séquelles d'erreurs médicales. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire ? Qu'elles sont pas seules. C'était l'impression que j'avais après mon opération. Déjà, j'ai cherché quel pourcentage de personnes avaient ce que j'avais précisément. Très peu, très très peu. Voilà, j'ai eu de la chance finalement. Et j'ai cherché erreur médicale. Et en fait, c'est un truc dont on ne parle pas parce qu'il faut remettre en question les médecins. Et remettre en question les médecins, c'est pas possible. On a besoin de médecins. Ce qui est vrai, on a besoin de médecins. Je crache pas sur la médecine, je précise. Oui. Mais enfin, elles sont pas seules, ça existe. On fait tous des erreurs. Tous les médecins en font. C'est normal. C'est comme ça, on est tous humains. L'humain a le droit de faire des erreurs. Donc voilà, vous n'êtes pas seul. Vous pouvez en parler si vous avez besoin. Il y a des psys, il y a plein de trucs qui sont disponibles. Donc voilà. Moi, je sais que j'ai vu un psy après pour m'aider. Ça t'a aidé ? Ouais, beaucoup. C'est vrai. Ouais. Et aujourd'hui, est-ce que tu t'en parles, tu sensibilises ou pas là-dessus ? Mais déjà, t'es là pour en parler. Voilà. Merci, tu me donnes cette honneur. De rien. Et est-ce que tu comptes sensibiliser là-dessus ou peut-être ouvrir un projet là-dessus pour parler de ça ou c'est pas dans tes projets actuellement parce que tu es vraiment focus études en médecine J'essaie déjà d'aider les étudiants en médecine comme je peux. Je donne des cours à la fac ou des trucs comme ça. En fait, sensibiliser sur ça, c'est très compliqué parce que, comme j'ai dit, c'est remettre les médecins en question. Et en tant qu'étudiante en médecine,
c'est se tirer une balle dans le pied, quoi. Oui. Voilà, c'est dire, venez pas chez moi, parce que du coup, je suis humaine, j'ai le droit de faire des erreurs. Ce qui est pas vrai, pas forcément. Je vais peut-être pas faire d'erreur de ma vie, on sait pas. Mais donc, voilà, c'est compliqué. Il y a des projets qui sont faits dans les facultés. Il y a, en début d'année, souvent, pour les premières années, il y a une sensibilisation, du coup, aux violences sexuelles et au handicap. On m'a déjà proposé de venir parler du mien, de handicap. Mais en fait, c'est tellement précis et c'est pas assez large que ce serait trop compliqué d'en parler à de jeunes étudiants qui déjà en ont rien à faire, plutôt qu'en parler ici sur ta chaîne où tu laisses la parole aux femmes. Oui. Non mais moi, il y a de la place pour tout le monde. Venez comme vous êtes, il n'y a pas de souci. Ok, d'accord. Et est-ce que tu en as parlé sur tes réseaux ou pas? Non, Du pas tout. très active sur les réseaux. T'es donc pas très active, c'est vrai. Je voulais partager tes réseaux en plus à la fin, c'est possible? Tu ou peux pas? si tu veux. Ça va me faire de la pub. Oui, ça va te faire de la pub. Donc t'en parles pas, t'as pas pour projet d'en parler sur les réseaux pour justement toi sensibiliser du coup avec ton compte à toi? Non. Ça dépend. Si jamais j'ai l'opportunité, oui, je le ferai. Parce que si ça peut, en fait, je pars du principe que si ça peut aider des gens, quel Ça qu'il aidera soit, toujours. ben voilà. Et ben je le ferai, mais sinon, comme ça, de moi-même, non, je pense pas. C'est pas. J'ai d'autres projets, donc voilà. C'est vrai. Ouais. C'est quoi tu peux nous les dire, tu peux nous en spoiler un petit peu ou pas de tes projets? Ah, c'est pas des projets sur les réseaux, donc est-ce que ça intéresse? Bien sûr, ça intéresse toujours. Je vais peut-être partir vivre en Espagne fin d'année prochaine pour poursuivre mes études. Trop bien. Voilà. Ouais. Je sais pas, il y a pas mal de choses. Je donne des cours du coup première année. Je suis tutrice. Ouais. J'aide comme je peux à passer Une cette boss année lady. compliquée pour tous les étudiants. J'essaie d'aider comme je peux. Non. Donc voilà. Mindset boss lady, j'ai vu. T'inquiète. Je Ça vois ton aura. Merci. Donc en parlant de tes réseaux, est-ce que tu peux nous les partager? Donc c'est Lilou IMCZA sur Instagram et TikTok. Et TikTok, tu n'as pas d'autres Non. Très bien. Bah écoute, merci beaucoup Lilou pour ta présence, merci pour ta confiance. Bah, merci à toi. Merci pour ton témoignage. Et je te souhaite vraiment beaucoup, beaucoup de force et beaucoup de courage pour la suite. Bah, merci, c'est gentil. Merci aussi. beaucoup. Merci. Et vous aussi, si vous avez une histoire à raconter, si vous avez un témoignage à mettre en avant, vous n'êtes pas seul. Vous pouvez totalement me contacter et venir en parler ici. Je vous fais des gros bisous et raconte ta life sur Insta et sur TikTok. Sur Insta, n'oubliez pas les 2 E. Je vous fais des gros bisous. Ciao.